un cas très original parce que c'est un double cas. C'est-à-dire en même temps on est dans de la verdure, donc avec du végétal, et puis on est dans une cité très minéralisée, mais qui est une cité populaire. Et je suis très heureux d'être ici et de pouvoir échanger dans ce cadre avec toi. Alors, Solène Nadeau, je suis actuellement député de on dit de la deuxième circonscription, c'est-à-dire de la circonscription Nord. Je suis également conseiller territorial de Martinique, donc conseiller à l'Assemblée de Martinique. Et aujourd'hui, je suis avec Jean-Philippe Nilor, coprésident du parti politique PIA. Je suis surtout le lobbyiste des petits agriculteurs, des pêcheurs, des petits commerçants, des artisans, des chômeurs, des travailleurs, des femmes, des jeunes, tout ça qui en société agrapend fait. C'est ma vision politique, c'est celle que j'expose et je dois dire que je ne triche pas. Cette année, c'est vrai que on peut dire quand même qu'elle a commencé à démarrer pour moi sur les chapeaux de roue, puisque il y a eu bien évidemment cette question posée à Emmanuel Valls sur la situation des monopoles et des oligopoles en Martinique et dans les 10 outre-mer en général, et ce qui a donné une réponse fort intéressante qui pourrait laisser présager de changements d'orientation du gouvernement. En tout cas, je suis heureux, juste avant d'ailleurs le débat sur la loi portée par le groupe socialiste et Béatrice Bellé, d'avoir pu pousser un ministre à dire qu'il était d'accord que le mouvement porté par le RPROC était légitime parce qu'il y avait une réalité de la vie chère qui n'était pas un hasard. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est simplement par rapport à l'éloignement. On sait que c'est pas vrai. On sait que ce qui explique cette réalité-là, c'est surtout le modèle économique que nous connaissons qui favorise un petit nombre d'acteurs au détriment de tout un peuple, quoi. Lui-même a reconnu qu'il avait, en 24 heures, hein, il n'a pas eu un mois, hein, subi quelques pressions. Et je crois que si on ne veut pas justement que l'action gouvernementale soit surtout guidée et dirigée par la pression des lobbies, il faut que nous fassions notre propre lobbying, le lobbying du peuple. C'est-à-dire que nous, en tant qu'organisation citoyenne, organisation du mouvement social, du mouvement syndical, que nous fassions corps, que nous fassions peuple pour exercer aussi une certaine pression de manière à faire bouger les lignes. Il y a le travail que fait le RPROC, mais il y a aussi la nécessité de rassembler avec le RPROC l'ensemble notamment des syndicats qui ont composé à l'époque le 5KF. Je pense que ça peut être parce qu'il faut rassembler le maximum de Martiniquaises et de Martiniquais autour de cet objectif. Et c'est vrai que la loi Bellé, par exemple, n'est qu'un petit pas. Et puis, il faudra savoir aussi qu'elle peut être largement déconstruite au Sénat. C'est vrai que le gouvernement a essayé de supprimer 2 articles, l'article 1 et 4. Ça veut dire que ce combat est loin d'être gagné. Et moi, je serais aussi partisan que les discussions et négociations soient relancées avec bien évidemment la participation du RPROC. Et comme je l'ai dit, pourquoi pas des syndicats aussi faisant partie et en fait partie du 5KF, de manière à trouver le consensus le plus large. Mais en tout cas, il faudra continuer à approfondir cette question. Il y a eu aussi cette démarche de la SOPAMAR, à pouvoir rencontrer d'ailleurs un délégué interministériel sur la question du foncier. Alors sur la question du foncier, je compte vraiment y revenir parce que j'ai d'ailleurs vu avec mon groupe pour que nous ayons une proposition de résolution pour une commission d'enquête sur la situation du foncier, parce que, comme le dit très justement à la fois la SOPAMAR et l'association également des justiciables martiniquais, il y en a assez des systèmes de spoliation, il y en a assez aussi d'un certain nombre d'acteurs qui fonctionnent au détriment d'un grand nombre de Martiniquais qui perdent leurs droits à être propriétaires de leurs terres et de leurs biens. Et enfin, on est dans une logique de spoliation. Je crois que contre ça, il faut qu'on se batte. Et récemment encore, comme on l'a vu à Sainte-Anne, le cas de la famille Surina, comme ça, qui fait l'objet d'une expulsion. Pourquoi? Parce que un grand propriétaire connu dans la zone de Sainte-Anne prétend, sur la base d'un acte de 1906, dont on peut supposer que dont on peut s'interroger sur la validité de l'acte, qu'il serait propriétaire ce qu'on appelle le domaine public maritime. C'est-à-dire, quand c'est le domaine public maritime, ça indique que ce sont des biens qui sont inaliénables et incessibles. C'est-à-dire que on peut pas, de toute façon, les vendre, l'État ne peut pas s'en départir. Et il faut dire aussi que dans le passé, il y a eu une commission, parce que sur la question notamment du domaine public maritime et des 50 pages géométriques, il y a eu plusieurs procédures, on va dire, de
cession des parcelles situées sur le 50 plages géométriques. Et avant, il y avait une procédure qu'on appelait de validation des titres. C'est-à-dire que un certain nombre de propriétaires amenaient à cette commission des titres, et c'est la commission qui validait. Et on sait que cette commission, elle était présidée par quelqu'un qui n'était pas très éloigné de certaines familles béquées, et qu'il y a eu quelques, effectivement, validations pour le moins, on va dire un peu frauduleuses, comme ça, et au détriment d'ailleurs parce que quand on parle du domaine public maritime, et la SOPAMA, comme l'association de justiciables, ils ont raison de mettre l'accent dessus, c'est autant d'espaces qui ne sont pas au service, donc à la portée des Martiniquaises et des Martiniquais. Quand on parle du littoral, par exemple, le littoral, il doit être accessible par toutes et par tous. Et c'est pour cette raison que la question de la propriété, alors j'ai parlé tout à l'heure de la question du foncier, de la spoliation, du droit des Martiniquais d'être propriétaires, mais il y a aussi la question du droit collectif des Martiniquaises et des Martiniquais, à pouvoir accéder à un certain nombre d'espaces comme l'espace littoral. Deuxièmement, l'idée que des élus peuvent tout faire tout seuls, c'est pas vrai. Moi, je crois que d'ailleurs, il y a cette anecdote d'un grand dirigeant américain qui était démocrate, et comme il y avait une proximité entre le Parti démocrate états-unien et les syndicats états-uniens, donc un syndicaliste était venu lui disait que il y a de quoi faire une grève aux États-Unis, mais on ne peut pas vous gêner parce que vous êtes au gouvernement. Et le président démocrate a dit, mais non, au contraire, faites la grève, ce sera un moyen de nous aider à transformer les choses. C'est dire que des élus, même quand ils détiennent de vrais leviers de pouvoir, ce qui n'est pas toujours le cas des parlementaires, malheureusement, ils ont besoin du mouvement social, ils ont besoin du mouvement citoyen, ils ont besoin d'associations. Et il faut que nous, élus, nous reconnaissions en étant humbles, la modestie de nos moyens pour dire que notre force, c'est notre possibilité de nous appuyer sur ce qu'on appelle le mouvement social et le citoyen, le mouvement associatif. Et c'est par rapport à cette convergence, j'en parlais aussi, la convergence des actions, la convergence des luttes, que nous pourrons ensemble faire peuple et que nous pourrons faire avancer les intérêts des Martiniquaises et des Martiniquais. Bien sûr, quand on défend les plus petits, on a aussi une vision, je veux dire, globale de la société martiniquaise. Bon, globalement, je suis pour que la société martiniquaise se développe dans l'intérêt de toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais. C'est pas tout de nous développer l'économie, que c'est toujours les mêmes qu'à manger et toujours les mêmes qu'à faire. Je l'ai dit, je le répète, donc je travaille avec des autres députés à essayer d'obtenir une commission d'enquête sur la question du foncier, elle aussi la question du fonctionnement de la justice dans notre pays. On a vu que elle peut être partout instrumentalisée. Et je ne me fais aucune sorte d'illusion sur l'impartialité complète de la justice, mais tous les combats doivent être menés. Parce que au sein même de l'appareil judiciaire, il y a des acteurs qui ont une certaine éthique, qui peuvent donc comprendre la nécessité d'un combat pour rendre la justice comme elle doit être, c'est-à-dire impartiale, au service du justiciable et pas le contraire. Et puis, il y a un certain nombre de questions qui me tiennent à cœur, comme la question des risques naturels. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai proposé à un moment une proposition de résolution sur la question des risques. Il faut pousser, parce que nous sommes quand on a vu ce qui s'est passé à Mayotte, quand on a vu ce qui s'est passé au moment de certains événements dans notre pays, je crois qu'on n'est pas à l'abri des risques naturels. Et il faut absolument travailler à nous adapter. Alors, l'autre fois, il y a eu un séisme et il y a une menace de tsunami dans la Caraïbe. Ça veut dire que sur toutes ces questions-ci, il faut qu'on soit très offensif, et on sait que, même s'il y a une prise de conscience, même s'il y a une évolution, le fait d'avoir des sacs mortuaires, c'est pas ce qui nous satisfait. Je pense qu'il faut que nous apprenions à développer une culture du risque et à nous adapter justement à la réalité des risques, et plus largement à nous adapter à la réalité du changement climatique. Donc, puis ça, alors, il y a aussi la question des violences, la question du narcotrafic. Il y a toutes ces questions qui, je pense, sont importantes. Alors, à chaque fois, on nous refuse, par exemple, des commissions d'enquête sur la circulation des armes au prétexte qu'il y aurait des affaires pendantes. Mais je pense que c'est une manière de ne pas nous permettre, par exemple, nous, en tant que parlementaires, d'aller au fond des choses et de comprendre les mécanismes. Et puis, s'agissant de la prison et des détenus, on avait mis l'accent sur le fait qu'il manque dans nos prisons
un certain nombre de structures pour prendre en charge nos jeunes. Et ça, le fait qu'il n'y ait pas ce type de structure, ça favorise la récidive. Je parle notamment pour prendre en charge les personnes qui présenteraient des pathologies liées à la santé mentale, et bien de ne pas avoir ce qu'on appelle une unité hospitalière spécialement aménagée, ce qu'on appelle une HSA. Nous, on se bat pour tout cela. Et puis, s'agissant de la psychiatrie aussi, il y a des fois des malades très difficiles qui ne peuvent pas être pris en charge parce qu'il n'y a pas une structure qu'on appelle unité pour malades difficiles, d'ailleurs qui pourrait desservir l'ensemble des Antilles et de la Guyane, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc il y a du taf, quoi, il y a du travail, on a du pain sur la planche, comme qui dirait, et tout ça on compte le faire en 2025. Maintenant, ce que nous espérons quand même plus largement, plus globalement, c'est que 2025 soit l'année d'une élévation de la conscience politique collective des Martiniquaises et des Martiniquais sur la question du modèle économique qui est complètement injuste, il faut le transformer, il faut le modifier, sur la question aussi du chemin que nous devons prendre pour plus de souveraineté martiniquaise et enfin pour plus de justice sociale, parce qu'on ne peut pas avoir de société pacifiée s'il n'y a pas de justice sociale. C'est le grand Desmond Tutu qui disait « No justice, no peace ». Dans le secteur de la banane, je le dis pour avoir souvent soutenu les petits planteurs, et même des fois les moyens planteurs, et même quelquefois des planteurs qui sont un petit peu critiques par rapport au système Banamart, des fois peuvent être sanctionnés, peuvent être malmenés. Déjà, il y a, justement, je me suis un peu, j'avais essayé de faire bouger les lignes à ce niveau-là. Il y a un décret qui exige, pour avoir ce qu'on appelle une organisation de producteurs, par exemple, Banamart est une organisation de producteurs, d'avoir un minimum de producteurs, je crois une centaine, et un minimum de surface. C'est pas normal. On devrait donner la possibilité aux gens de se regrouper comme ils veulent. Alors, on parle de liberté économique et on contraint des producteurs, c'est-à-dire des planteurs, à appartenir à une seule organisation. Et on sait que Banamart, Banamart a un fonctionnement complètement moyenâgeux, qui profite surtout aux gros planteurs au détriment des petits planteurs. Donc, au sein même du monde de la banane, il y a déjà une réelle inégalité. Et là, je disais tout à l'heure que j'étais le député des petits. Et bien là aussi, je prends le parti, je prends la défense des petits planteurs dans le système banane, si l'on peut dire. La deuxième question, c'est au niveau de l'agriculture. Effectivement, quand on parle du POSEI, et je salue également Semradjo et Manaïe particulièrement, et je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Et c'est vrai, et je trouve qu'ils sont très courageux, que Manaïe est très courageux. C'est pour ça qu'il faut aussi que nous, on soit aussi là pour protéger sa liberté d'expression. Pas la personne en tant que telle, mais il faut protéger sa liberté d'expression parce qu'elle nous paraît importante. Et pour revenir au POSEI, le POSEI, c'est sur 120 millions, 95 millions qui vont directement à la banane et un peu à la canne, mais surtout à la banane, en fait. Et aujourd'hui, les dirigeants de Banamart disent, ouais, mais on voudrait 50 millions de plus. Alors, on sait que dans le fameux accord sur la vie chère, que l'État français a décidé effectivement d'orienter une partie du financement POSEI vers l'agriculture nourricière, vers la diversification. Sauf que ce qu'il faut dire, le POSEI, c'est un ensemble de financements à la fois européens et relevant de l'État français. Ce qui a été décidé à travers un contrat, qui est un contrat, je crois, d'agroécologie, c'est un contrat qui concerne que le financement de l'État français. Mais le gouvernement français a dit avoir fait remonter au niveau de l'Europe la nécessité justement de modifier la répartition des fonds POSEI, parce que je le dis, c'est essentiellement des fonds qui vont vers la banane. Donc aujourd'hui, il s'agit effectivement, non pas, alors, les grands planteurs demandent 50 millions de plus, mais là où c'est un peu vicieux, ils demandent, si c'est 50 millions de plus pour l'ensemble de l'agriculture martiniquaise, on n'a rien contre. Mais c'est que ils demandent 50 millions pour la diversification, pour leur permettre de garder les 95 millions. Et donc c'est là où je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi pas 50 millions de plus si c'est dans l'intérêt de l'agriculture martiniquaise, mais à condition qu'il y ait une répartition équitable. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est surtout les agriculteurs qui nous nourrissent, qu'on appelle l'agriculture nourricière, qu'elle soit vivrière ou maraîchère d'ailleurs. C'est eux qui ont les conditions de production les plus difficiles. C'est eux, notamment par rapport à la topographie, quelquefois des parcelles cultivées.
Bon, bref, c'est yo qui prend fait, c'est yo qui nourrit nous. Donc je pense qu'il faut une vraie politique agricole qui réoriente notre modèle agricole vers justement plus l'agriculture nourricière, c'est-à-dire vivrière et maraîchère. Alors j'entends l'argument de parce que la banane, je disais que c'est pas un monde monolithique, hein, il n'y a pas que les grands planteurs, il y a aussi des petits planteurs. Alors et puis il y a aussi des ouvriers agricoles. Alors des gens quand on dit ça qu'il faut absolument aller vers une autre agriculture, changer de modèle agricole, ils disent ah ouais mais la banane c'est 5000 emplois directs et indirects, je sais trop quoi. Sauf qu'il ne s'agit pas de supprimer d'un coup des emplois, mais souvent j'aime parler de transition agricole. C'est-à-dire que on peut pas dire que le modèle n'est pas bon et puis faire tout au prétexte qu'il y a 5000 emplois pour maintenir le modèle existant dans surtout l'intérêt de petit nombre de gens. Ce qu'il faut faire, c'est faire évoluer notre modèle agricole pour favoriser cette agriculture qui nous nourrit parce que la fonction fondamentale d'un paysan, c'est de nourrir un pays. Hein, c'est pas alors qu'on a une agriculture qui bon, est surtout subventionnée pour faire de l'exportation, avec une grosse aberration, c'est que nous importons presque tout ce que nous mangeons lorsque nous exportons presque tout ce que nous produisons. Et je suis adepte du slogan qui dit en nous planter, ça nous qu'à manger, et manger, ça nous qu'à planter. Ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que trop souvent, on nous fait croire que il y a une classe politique. Moi, je n'utilise pas le mot classe politique, parce que moi, je crois qu'il y a des classes sociales dans la société. Parce qu'on est dans une réalité, il faut le reconnaître. Il y a la lutte des classes, c'est une réalité de notre société martiniquaise comme d'autres sociétés dans le monde. Et nous, chez nous, c'est pire parce qu'il y a une dimension coloniale. Donc, il n'y a pas de classe politique. Alors, on peut dire qu'un personnel politique. Bon, il y a des gens qui sont élus. Mais je crois qu'il faut comprendre aussi que un élu est un citoyen avant tout. Donc, il a une vision de la société. Il défend des intérêts. Il défend des catégories. Donc, il y a parmi les élus celles et ceux qui défendent des catégories, qui défendent des intérêts. Et puis, il y en a d'autres comme moi et comme d'autres camarades, par exemple, qui défendent d'autres intérêts. Et pendant longtemps, on nous a fait croire qu'un bon député ou un bon sénateur, c'était celui qui montait au Parlement pour défendre certains dossiers. On les connaît, le sucre, la banane, la canne. C'était toujours les mêmes problématiques. On avait l'impression qu'ils étaient là pour ça. D'ailleurs, il y avait même dans l'histoire des députés de ce pays, un député qu'on appelait le député banane, quoi. Je vais pas donner de nom. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut bien faire comprendre aux Martiniquais, d'une part, que quand on est en politique, on est élu, mais on est élu sur une base politique. Il faut exiger des élus qui disent très clairement ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils veulent être élus. Mon message aux Martiniquais, c'est l'unité, la détermination et la lucidité. Je crois qu'on en a bien besoin. C'est pour personne pas faire qu'on château, vriller l'encre pour végler nous.